étaient là tout à l'heure, qui m'ont déjà entendu, mais l'affirmation selon laquelle je suis sincèrement heureux d'être ici, un peu ému en pensant à tous ceux qui nous ont précédés et en retrouvant aussi des visages amicaux et connus, mais aussi de nouveaux venus qui se sont agrégés en quelque sorte à notre effort et à un niveau élevé, à un niveau de cadre. Je félicite Muriel qui tout à l'heure nous a présenté de façon très remarquable, très précise, à la fois la comptabilité de la fédération, à la fois son action passée, par toute une série de diapositives, et à la fois son programme futur pour cette année 2017 décisive. Donc tous mes vœux de bonnes et heureuses années pour vous-même, pour vos familles, dont on vient de rappeler avec Christophe que c'est la cellule de base de la société, en effet, et puis pour notre action civique et politique pour la restauration de notre cher pays. Il se trouve qu'avec Christophe, on ne s'est pas du tout concerté, et je m'aperçois qu'on avait prévu de dire à peu près la même chose. J'ai prévu de dire à peu près la même chose que lui, mais ne croyez pas pour autant que je vais abréger. Quand même, la galette nous attend, et les boissons aussi. Donc je voudrais simplement vous dire une chose, parce que j'entends beaucoup dire dans l'exercice de mes responsabilités européennes, etc., mais enfin, écoutez, mais la France toute seule ne peut pas s'en sortir, mais la France aujourd'hui c'est tout petit, mais la France, et puis nous sommes dans une telle situation que c'est seulement en nous fondant dans cet ensemble euro-mondialiste que nous arriverons peut-être, dans le meilleur des cas, à faire quelque chose. Et en tout cas, je vois bien que ce que pensent d'ailleurs mes interlocuteurs, c'est qu'ils se disent, plus on sera de monde dans la mouise, bon, et plus il y a peut-être une chance que ce soit les autres qui en supportent les conséquences. Après tout, la masse des migrants, c'est surtout dirigé en Allemagne, ils veulent aller en Angleterre, etc. Voilà, en restant dans ce magma, nous avons peut-être une chance d'échapper au pire, après nous le déluge. Eh bien, je voudrais vous dire que tout ceci n'est pas vrai, et que la restauration de la grandeur de la France est parfaitement possible. Alors, faut-il être une grande puissance ? On peut être très heureux, je pense, à Monaco, en Andorre, au Luxembourg, au Danemark, au Costa Rica, au Bhoutan, au fin fond de l'Himalaya, qui ne sont pas des grandes puissances. Mais ce sont des pays qui sont malgré tout très souvent tributaires de la protection bienveillante un jour, peut-être beaucoup moins le lendemain, d'une grande puissance, et qui n'ont pas forcément les moyens de leur indépendance. Et quand on est une nation comme la France, avec ce qu'elle a été dans le passé, avec son héritage, avec son importance, avec sa population, avec son renom, on ne peut pas renoncer à être une grande puissance. Oh, non pas une grande puissance avec une volonté hégémonique pour attaquer les autres, pour les asservir, pour augmenter notre territoire à leurs dépens. Mais tout de même, une puissance estimée, respectée. Eh bien moi je crois que la France peut encore compter dans le monde et que selon le mot d'un de mes collègues du Parlement européen, le monde a besoin de la France. Et je vais vous le dire, j'espère en un laps de temps un peu limité pour ne pas rater d'ailleurs mon TGV et pour avoir le temps de goûter à la galette et aux boissons qui nous sont servies. Je voudrais vous dire essentiellement deux choses. La première, c'est que la France a des atouts considérables. Voilà. Nous avons des problèmes terribles, terrifiants, les conséquences d'une trahison de nos élites politiques depuis des décennies. Mais nous avons des atouts énormes. Et deuxièmement, il suffit que nous mettions en œuvre ces atouts exactement de la façon dont Christophe vous a retracé les principales lignes directrices. Alors, premièrement, quels sont les atouts de la France? Eh bien, mesdames, messieurs, déjà notre territoire. Alors, notre territoire terrestre, notre hexagone, que je sillonne, et dont on se rend compte qu'il est l'un des plus hospitaliers du monde. C'est vrai que c'est quand même plus sympa que les plateaux caillouteux de l'Anatolie, ou que le désert du Kalahari.
ce jardin que nous ont laissé les 2 milliards d'êtres humains qui, depuis l'aube des temps historiques, depuis 2000 ans, ont ici vécu, aimé, travaillé, souffert, et qui nous ont laissé ce patrimoine admirable d'une extraordinaire diversité, que le monde entier nous envie, et je vous le montrerai dans un instant. Et puis, notre territoire maritime. Et tout à l'heure, Christophe en parlait, on ne s'est pas concerté, hein, ça se prouve quand même que les grands esprits se rencontrent. Il parlait de l'île Tromelin, effectivement, qui va donner lieu, heureusement, à la demande de Marion, à la demande de notre ami Collard, à un débat où nous n'allons pas laisser passer. Alors on nous dit, mais c'est un caillou au milieu de l'océan Indien, comme on peut dire que l'île de Clipperton est un caillou au milieu du Pacifique. Mais en vertu de la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur le droit de la mer, et du traité intervenu dans les années 70, dit de Montego Bay, qui a modifié radicalement la face des choses. Jusque-là, quand j'ai commencé mes études de droit international, la largeur des eaux territoriales, c'était 3000 marins. 1000 marins faisant 1852 mètres, ça fait donc un peu plus de 5 km. Pourquoi 3000 marins? Parce que c'était la portée maximum au 19e siècle d'un boulet de canon, et qu'on considérait que l'État pouvait affirmer sa prééminence jusqu'à la limite maximale où portaient ses armes. Voilà. Donc, 3000 marins de mer territoriale et au-delà la haute mer, qui n'appartient à personne. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je résume. 12 000 marins pour la mer territoriale, 188 000 marins supplémentaires, soit au total 200 000 marins pour ce qu'on appelle la zone économique exclusive, et en plus la possession du plateau continental, c'est-à-dire le fond des mers jusqu'à l'isobat, c'est-à-dire jusqu'à la profondeur maximale de 200 mètres. Ça détermine pour la France le premier domaine maritime du monde, avec 11 millions de kilomètres carrés. 20 fois la superficie de notre territoire terrestre. Rien que dans le Pacifique, où sert effectivement mon fils, et c'est une de mes fiertés, eh bien 4 millions de kilomètres carrés. Nous sommes passés récemment devant les États-Unis d'Amérique. Nous avons le premier domaine maritime du monde. Or, j'admire beaucoup les exploits de notre cosmonaute, M. Pesquet, dans les airs, pas plus tard qu'aujourd'hui, où il est sorti. Je dis, qu'est-ce que j'aurais la trouille, moi, eh bien, tout ça est admirable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'avenir de l'humanité se joue bien davantage au fond des mers encore que dans la découverte de l'espace. Parce qu'il y a là les ressources halieutiques, la pêche, les ressources biologiques, les ressources minérales, les fameux nodules polymétalliques. Aujourd'hui, tout cela est d'une exploitation assez difficile, mais cela le devient de moins en moins, et ce sont les ressources futures, ce sont les ressources de l'avenir. Alors, c'est vrai que, par exemple, les îlots dont nous parlions, qui sont des îlots inhabités, mais ils déterminent un rayon de 370 km, 740 km de diamètre, d'une propriété maritime exclusive au profit de notre pays. Et ça, c'est un atout considérable. Et puis, nous avons pas seulement ces atouts physiques, ce territoire terrestre, ce territoire maritime, mais aussi notre population. Alors ça, c'est un problème. Et c'est Giscard d'Estaing, d'ailleurs, qui avait dit, mais vous savez, la France, ça n'est plus que 1% de la population mondiale. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a maintenant 6 milliards d'individus. Moi, quand j'ai commencé mes études d'indonésien, il fallait prendre une deuxième langue aux langues orientales si on voulait présenter le concours de la diplomatie. Alors j'ai appris le japonais, c'était très difficile, et comme deuxième langue, j'ai pris le malais, l'indonésien, qui était très facile. Alors en Indonésie, l'Indonésie, à l'époque, quand j'ai commencé mes études, c'était déjà pas mal, 120 millions d'habitants. Il faut dire que c'est un très grand archipel, hein. Vous mettez une pointe la pointe de Sumatra, vous la mettez par exemple à Lisbonne, et l'autre bout, la Guinée équatoriale, eh ben vous l'avez à la hauteur de Moscou, à peu près, pour vous donner un exemple de l'ampleur de cet archipel. Mais ils étaient 120 millions. Aujourd'hui, je me suis renseigné, je me dis, tiens, quand même, je me suis cassé la tête dans ma jeunesse à apprendre cette langue, ce serait bien quand même que j'aille faire un tour là-bas, c'est à Java ou à Bali, que sais-je encore. Et maintenant, ils sont 250 millions.
L'autre jour, je recevais, parce que nous recevons beaucoup de monde, je ne recevais pas les rois mages, nous fêtons l'épiphanie, mais je vais vous parler des rois mages dans un instant. Mais nous recevons beaucoup de monde parce que le Front National, il n'y a que les bobos de gauche qui nous haïssent, mais je peux vous dire que les Africains, et Barbier les connaît bien, entre autres, lui qui exporte et installe des exploitations dans quantité de pays d'Afrique, où il porte haut et fier le renom de l'industrie française. Mais les Asiatiques, les Américains du Nord et du Sud, sont très intéressés par le Front National. Très intéressés, ils ont très bien compris qu'en défendant notre identité, nous défendions aussi implicitement la leur. Eh bien, je ne sais même plus pourquoi je vous parlais de ces gens-là, ça ne fait rien. Oui, notre population. Alors l'autre jour, justement, si ça y est, j'ai retrouvé le film, je recevais à ce titre des représentants d'un parti, un parti qui a été au pouvoir, qui est maintenant dans l'opposition, mais qui reviendra peut-être au pouvoir, du Bangladesh. Bon, ils m'invitent et ils voulaient voir le Front National. Alors j'organise d'ailleurs une réunion sur le Bangladesh. Je connaissais assez peu de choses, il faut bien le dire, prochainement, dans un mois à Bruxelles. Alors, ils me reçoivent somptueusement, ils sont indiens, hein, c'est des Bengalis, mais c'est des Bengalis musulmans. Hein. J'étais très bien traité, mais évidemment, passé 10 heures du soir, parce que c'était en été, c'était le ramadan. D'accord. Et alors, je leur dis, oui, alors c'est vrai que ça va être difficile la situation dans notre pays, grand comme un tiers de la France, à peine, je crois, un tiers, un quart, je ne sais plus, c'est le delta du Gange, hein, puis en plus c'est inondé la moitié de l'année, hein, c'est là qu'on voit qu'on a quand même de la chance de vivre en France. Bon, ben, j'ai dit, vous êtes 60 millions sur un territoire grand comme un tiers de la France, pourquoi j'avais un vague souvenir de ma classe de terminale, ils ont dit, non, monsieur, on n'est pas 60 millions, on est 180 millions. 180 millions. Voilà. Et les Nigérians, ils sont bientôt 400 millions. Nous ne sommes que 60 millions. Nous pourrions être plus. Nous pourrions être plus. On dit que la démographie française va bien, c'est faux. C'est notre code de la nationalité qui, en réalité, favorise ce qu'un auteur qui pourtant n'était pas de notre tendance, ni de notre sensibilité, a décrit comme étant le grand remplacement. Alors il faut que cette population française, elle soit plus nombreuse, il faut accueillir la vie, et mieux répartie, parce qu'évidemment si tout le monde se concentre dans la région parisienne, c'est une excroissance abominable, mais il y a des tas de terroirs absolument merveilleux, un peu partout, et notamment dans cette région, mais aussi dans le sud-ouest, ou dans le Centre, dans le Périgord, l'Aveyron, que sais-je, qui sont devenus des déserts français, des villages superbes, qui sont moins peuplés qu'ils ne l'étaient au Moyen-Âge, quand les rendements agricoles ont été multipliés par 20. Il faut que nous ayons une richesse de population. Pour avoir une richesse de population, à défaut de nombre en tout cas, il faut que cette population, elle soit cohérente, elle soit bien formée, elle soit française de cœur, d'esprit, qu'elle est comme on dit, que l'on ait recréé du lien social, qu'elle est un idéal commun, qu'elle se retrouve dans les mêmes valeurs. Et par conséquent, tout cela veut dire que ceux qui veulent s'agréger à la communauté nationale, ils doivent en adopter, comme je l'avais dit un jour à la commission chargée d'étudier la question du port du voile islamique dans les lycées, etc. J'ai dit à cette commission, présidée par M. Stasi, avec toutes sortes de personnalités politiques, intellectuelles, etc., j'ai dit, mais nous avons le droit d'imposer à ceux qui sont venus depuis plus récemment que d'autres dans la communauté nationale, nous avons le droit de leur demander de respecter non seulement nos lois, mais aussi nos mœurs, nos coutumes, et j'ose le dire, jusqu'à nos goûts. C'est ça l'intégration dans la communauté nationale. Et puis il faut qu'elle soit... qu'elle soit mieux formée, cette population, parce que il n'est pas nécessaire que tout le monde sorte de Polytechnique, et encore moins de l'École nationale d'administration. Mais il est utile que tous les jeunes Français, quel que soit leur niveau social, sachent correctement lire, écrire, compter, aient à la connaissance de leur patrimoine,
et puis qu'ils aient une formation utile, pratique, qui leur permette de s'insérer dans la société, de gagner leur vie, de fonder un foyer, de fonder une famille. On voit tellement de jeunes gens qu'on a précipités dans des filières absolument sans issue et qui à 30 ans sont encore obligés d'habiter chez leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de situation. C'est tout à fait anormal. C'est la qualité évidemment du niveau de formation qui pourra compenser notre infériorité numérique dans ce monde de plus en plus surpeuplé. Alors, ne me dites pas que ça n'est pas possible. J'ai fait, j'ai pas sorti ça de ma mémoire, hein, une petite liste, je faisais une petite liste des grandes inventions françaises. Alors j'en ai, en médecine, j'en ai trouvé un paquet que je donnerai à notre spécialiste, bien sûr, s'il me demande. Mais dans le domaine, alors, la France, dans tous les domaines, mais rien que dans le domaine technique. Alors, je vais vous dire ce qu'elle a inventé, la France. Je vais essayer d'aller vite. Hein. La machine à vapeur, c'est pareil avec Denis Papin. Le métier à tisser, on le sait ici avec Vaucanson et Jacquard. Le braille pour la lecture pour les aveugles. La photographie avec Nicéphore Nips. L'automobile, le Fardier de Cugnot. La machine à calculer, Blaise Pascal, par ailleurs philosophe, auteur. L'ordinateur personnel, même c'est François Gernel. Connaissez pas, c'est nous qui avons inventé l'ordinateur personnel, le PC, sauf que c'est Steve Jobs qui a, lui, su le développer. Hein. L'aérostat avec les montgolfiers, dont nous avons ici d'illustres descendants que je salue, le parachute avec le Normand, le télégraphe avec Cap, la conserve alimentaire, c'est pas une mince invention, ça, la conserve alimentaire, hein, avec Appert, la pile électrique avec Volta, la chaudière tubulaire avec Seguin, la machine à coudre avec Barthélemy Thibonnier, la cellule photovoltaïque avec Becquerel, la production d'aluminium avec Sinclair-Deville, le télescope avec Foucault, et le gyroscope d'ailleurs avec le même, le moteur à explosion, le scaphandre avec Rouquayrol, le four Martin pour la production de l'acier, l'ascenseur hydraulique avec Ledoux, la moto c'est une invention française de Louis Guillaume, l'autoclave de stérilisation, la stéréophonie, le transformateur électrique, la soie artificielle, l'avion est une invention française, l'hélicoptère est une invention française, le pneu est une invention française, le tube au néon, le béton précontraint, le radar avec Émile Girardot, le stylo à billes, etc. Je me suis arrêté, hein, n'en jetez plus, la cour est pleine. Quand même.